faut pas vendre du rêve aux gens et leur dire on peut tout faire en claquant des doigts. Non, il faut travailler dur, s'armer de patience. Mais aujourd'hui, tu peux tout faire dans ta vie si tu en as envie. Il faut savoir que pendant très longtemps, évidemment, je faisais goûter à mon entourage en premier, mes copines, ça a commencé comme ça. Moi, il faut savoir qu'avant d'en arriver comme je fais maintenant, je livrais, moi, dans ma voiture, toutes mes commandes toute seule. Et je livrais le matin à 6h du matin, j'allais livrer jusqu'à 22h le soir. Même si j'aimais trop mon travail d'éducatrice spécialisée, j'arrivais dans une phase où en fait j'étais en saturation. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que j'enchaînais 2 travails en même temps. Plusieurs fois, quand les gens après me rencontraient dans la vraie vie et qui me voyaient pour la première fois, ils me disaient ah mais je m'attendais pas à ce que ce soit toi et tout, ah bon Et à chaque fois on me disait je pensais que tu étais soit une blanche soit une rebeu. Mais jamais, jamais, jamais on m'a dit, les gens se disent ça peut être une noire qui est derrière ce... Et ça m'a heurté. Tu auras des personnes qui auront un peu plus de cœur que d'autres. Et quand bien même les personnes qui te disent non, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de cœur, c'est un business. Bienvenue dans ton émission Business Street Work. Ça se passe ici même, au Ginger, 1 route du pavé blanc, 92 140. Aujourd'hui, on va te parler d'une entrepreneuse, une sœur, pas n'importe qui, avec un parcours atypique. Reste branché, crois-moi, ça vaut le détour. Joe, envoie le bail. Ok, donc on enchaîne avec nouvelle interview, nouvelle journée. Marose, Magou. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça se passe? Oui. Ça fait archi longtemps. Je suis content de te voir. Je suis archi content de te voir. Merci beaucoup, moi aussi. Ça faisait longtemps. Ton refrain me donnait des nouvelles, mais je suis content de te voir là. Merci beaucoup. Tu te portes bien? Très bien. Ok. Et toi? Bah moi ça va. On essaie de faire les choses. C'est bien. Là, mais la question là, pour moi aujourd'hui, la question elle est plutôt toi. On va retracer un peu le parcours et nous parler un peu de tout ce que tu fais. On te connaît dans le cercle, mais peut-être même dans les autres zones. Mais tu vas parler un peu de toi, les gens vont apprendre à te connaître. Déjà, si tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, donc je m'appelle Magou, plus connue sous le nom de Messia, de Metz, et donc du coup de l'atelier de Metz qui est le nom de mon business. Voilà, j'ai 34 ans, je suis issue de Massy, donc une ville du 91 pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, j'ai grandi dans un quartier populaire à Émile Zola. Et voilà, je suis du coup éducatrice spécialisée dans l'âme, comme j'aime bien dire, et en reconversion professionnelle, pâtissière et chef d'entreprise. Ok. Et toi, du coup, tu m'as dit que tu as grandi donc, à Massy. Oui. Massy, c'est important. Massy et à Émile Zola, donc tu dis. Donc, on est. Pour les gens, c'est le même quartier, mais on est quartier voisin en réalité. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du quartier dans lequel tu viens? C'était quoi l'ambiance? Écoute, Émile Zola pour moi c'est que des bons souvenirs. Ouais. C'est un quartier populaire, éclectique populaire avec des familles différentes, beaucoup de communautés différentes. J'ai grandi avec le même cercle, c'est-à-dire que j'ai mes amis avec qui j'ai bâti un peu ma jeunesse, mon enfance. Dans ce quartier sont toujours les mêmes amis que j'ai 20 ans plus tard aujourd'hui. J'ai grandi avec mes 2 parents, mes frères et sœurs. Donc je suis issue d'une famille assez nombreuse, j'ai 5 frères et sœurs. Un frère et 4 sœurs. Voilà, très bons souvenirs. J'ai beaucoup grandi avec des maisons de quartier, des espaces sociaux dans lesquels on faisait beaucoup d'activités. On partait souvent en activité, on faisait beaucoup de voyages aussi. Quand je les revois d'ailleurs, ils adorent dire que je suis une enfant des structures parce que j'étais tout le temps avec mes copines dans ces structures. On faisait l'accompagnement à la scolarité dans ces structures, ouais, je me souviens, le devoir, le classe. Voilà, super bonne enfance, que des bons souvenirs. Après évidemment j'ai grandi avec tous les aléas des quartiers populaires, ouais. Donc il y a de tout, hein, sans rentrer dans les clichés, mais il y avait beaucoup de violence quand même aussi à l'époque. Mais nous on a toujours été protégés dans un cocon, même justement par ces personnes qui réalisaient parfois certaines violences. Moi mon cercle, mes copines, on était très très protégés. On était d'ailleurs on restait vraiment souvent avec ce qu'on appelle un peu nous nos grands frères de nos quartiers. Et moi super souvenir. C'est vrai que
la particularité de ce quartier, c'est que c'est une famille, toutes les mamans et les papas se connaissent. Exactement. C'est pas très grand, mais c'est comme une grande famille en fait. Exactement, c'était comme un petit village. Et tu vois, je me souviens, moi j'étais au 22, mes meilleurs amis c'était 26, 24, 22, 18, on était collés, c'était un cercle. Ouais, c'est ça. Et du coup, que des bons souvenirs. D'ailleurs, on passe un salam à tout le monde. Oui. La structure, tu parles de la structure. Oui. C'est quelle structure? L'élan, Mazarik. L'élan. L'élan pour les anciens, Mazarik pour les nouveaux. C'est important de le dire. Ouais. Et du coup, toi, tu évolues dans ce quartier et du coup, tu vas à l'école. Du coup, toi, t'étais comment toi à l'école? T'étais studieuse? Alors moi à l'école, on m'appelait souvent l'avocate. Parce qu'en fait, en termes de niveau scolaire, j'étais très médiocre à l'école. Sérieux? Oui, j'étais médiocre. J'avais pas des notes incroyables. J'étais toujours un tout petit peu au-dessus de la moyenne. J'étais vraiment dans les 11-12 pendant toute la scolarité, pratiquement 11-12. En revanche, j'étais assez vive. Moi, j'adorais tout ce qui est projet. Dès qu'on pouvait être en groupe faire des projets, j'adorais ça. Et après, j'avais un tempérament un peu leader quand même à l'école. Donc c'est pour ça qu'on m'appelait souvent l'avocate, parce que je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Ouais. Donc j'étais souvent toujours en train de défendre ceux qui arrivaient moins. J'étais très vive. Donc en classe, même si j'avais un niveau scolaire pas ouf, je levais quand même toujours la main, j'essayais toujours de m'intéresser, même dans les matières qui ne me plaisaient pas plus que ça. Et après, j'étais plus à l'aise dans les langues, le français, tu vois, langue français, anglais, ça allait quand même pas trop mal. Mais après, par contre, tout ce qui était mathématiques, sciences, c'était pas mon truc. C'est vrai que moi, je te regardais de loin, mais parce qu'en vrai, on a le même âge, mais tu vois, à l'époque, on a 2 ans d'écart, ça se ressent. Et moi, je t'ai toujours vu avec une sorte de gamberge en vrai. En fait, t'étais mature avant l'âge. Ouais, j'étais mature avant l'âge. Moi, je faisais beaucoup d'associatifs et pour te donner une idée, on faisait beaucoup d'associatifs avec Estime, avec Humanitaria et c'est des associations de la ville. Et du coup, à l'époque, moi j'avais 12 ans quand j'ai commencé l'humanitaire, l'associatif. Et si tu veux, les enfants de mon âge qui avaient entre 10 et 12 ans, eux, ils participaient aux activités qu'on proposait. Okay. Et moi, j'étais déjà dans l'organisation alors que j'avais le même âge que ces enfants, tu vois. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu plus mature. Un peu vif, sûrement, ouais. Ouais, clairement. Moi, ça, je l'ai vu. Et comme tu dis que tu étais médiocre, mais tu avais 11-12, faut voir quelle note on avait, nous. Oui, bah après, j'étais. Bah, tu sais, parce que moi, mes frères et sœurs, par exemple. Tu veux dire pour une fille, peut-être? Non, même pas. Mes frères et sœurs, je pense à ma petite sœur d'ado, par exemple, elle a toujours eu des super notes. Un grand salam à elle, d'ailleurs. Ouais, c'était pas médiocre. Elle, c'était. Elle avait 15-16 de moyenne, elle avait vraiment de très bonnes notes. Bac S, elle avait un cursus. Moi, j'ai toujours été dans la catégorie assez médiocre, mais débrouillarde. Pour la famille. Parce que nous, 11-12 chez nous, c'est la fête carrément. Bon, quoique, nous, c'était surtout les. Ça dépend, je pense. Mais 11-12, moi, j'avais un 12, c'est la fête. J'étais dans la tranche, on s'en sort. Mais je me débrouillais. Ouais. C'est l'heure dans les études. Ouais. Tu te débrouillais. Je me débrouillais. Ok. Et après, j'ai fait quand même un cursus assez lambda, assez classique. Et j'ai quand même réussi, mais vraiment, ça a été difficile. J'avais pas de facilité à l'école. Tu sais, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Mais pour arriver à faire ce DUT, j'ai galéré. D'accord. Tu vois, j'ai dû vraiment apprendre plus, passer du temps. Je faisais beaucoup de cours de rattrapage, justement à l'élan à Mazarik. Okay. À chaque fois qu'il y avait un cours pour rattraper un peu son niveau, je m'inscrivais à tout. Ça n'a pas été facile pour moi à l'école. Ok. Est-ce que. Donc toi, tu t'es arrêté à ton DUT ou tu continues après? Non, j'ai fait un DUT Tech Deco que j'ai eu et ensuite je m'étais inscrite à une licence médias et communication et finalement au bout de 3-4 mois de licence, je me suis aperçue que en fait c'était pas pour moi, ça me plaisait pas forcément. Okay. J'en avais un peu marre de l'école et je sentais que j'avais ce potentiel un peu de fille qui peut aller se lancer vite dans le monde du travail. Okay. J'avais fait des stages et tout, ça m'avait plu le monde du travail et j'avais envie de travailler. Je me rappelle d'une conversation avec mon père où je lui dis ça y est, j'ai assuré le truc, j'ai fait mon DUT, tu voulais que je fasse des études, parce que mes parents étaient très études. Ouais. J'ai fait mon DUT,
Là, j'ai voulu me lancer dans la licence, ça ne me convient pas. Ça y est, j'ai fait ma part du travail, maintenant j'ai envie de travailler pour de vrai. Et mon père m'avait dit à l'époque, allez c'est bon, tu as fait ton DUT, tu as fait ta part, tu as eu ton bac, tu as fait ton cursus, tu as été plutôt droite, allez c'est bon maintenant, on va travailler. Ton daron est très pragmatique. Oui. Je me rappelle que votre daron c'est quelqu'un qui est très, très proche de ses enfants. Mon père très proche de ses enfants, il nous poussait beaucoup. Mon père c'était le père qui venait à toutes les réunions de l'école. Qui, quand on lui disait à l'école, oui votre fille, parce que je bavardais beaucoup à l'école par contre, je bavardais beaucoup, oui votre fille, moi mon père il rigolait pas avec l'école, hein. Vraiment. Mon père en fait si tu veux c'était, il est très très gentil et il nous a toujours poussé, même là dans mes nouvelles activités, mon père c'est, t'es heureuse, il te pousse toujours, mais par contre très droit, on manquait de respect à personne. Si par malheur on avait le malheur de, parce que j'étais quand même vive à l'école et même dans mon comportement moi j'ai toujours été très vive. J'ai un gros caractère et du coup le caractère fallait le maîtriser parce que mon père il rigolait pas. Papa soninké. Voilà, papa soninké. Mais papa Renaud de manière générale même. Petite anecdote, tu sais que ton père un jour m'en a voulu parce que j'ai tué sa partie de Super Mario Kart. Ah bon? Il m'en voulait. On jouait à Mario Kart avec mon père, il était très jeu vidéo, j'ai des bons souvenirs de famille, vraiment. Ah, il m'en voulait. J'ai dit, ah, j'ai pas fait exprès et tout, j'ai bousillé sa partie, il était pas content. Alors qu'il était arrivé loin. Ouais, il est fort. Ouais, un grand salam à Monsieur Dramé. Du coup, tu fais ton DUT. Ouais. Tu obtiens ton. Tu l'as obtenu? Oui, je tiens mon diplôme. Tu l'obtiens. Et qu'est-ce que tu fais juste après? Alors juste après mon DUT, j'avais fait un stage pour valider ce DUT, c'était à l'Innoventura, donc c'était un espace social dans lequel j'étais axée un peu com, médias et aussi un petit peu jeunesse, un peu animation, un peu de tout. Je fais un stage là-bas, j'aime trop ce que je fais là-bas. Ouais. Et donc à l'issue de ce stage, quand j'ai mon DUT, on me propose est-ce que tu veux travailler un petit peu en vacation avec nous? Voilà, j'accepte. Donc je me lance là-dedans. Je fais ça pendant 3 ans et demi. Finalement, ça me plaît. Je suis référente jeunesse, je m'occupe du coup de tout ce qui est 11-16 ans. Je les aide dans leurs projets, que ce soit à l'école, que ce soit dans la com, que ce soit dans la culture, parce qu'il y avait un studio d'enregistrement. Donc je fais pas mal ça. Ensuite, au bout de 4 ans, on me propose d'être conseillère municipale. Mais du coup, comme je suis employée par la ville, du coup, il faut que je fasse le choix de quitter ce travail. Parce que conflit d'intérêt, je ne peux pas être à la fois conseillère municipale et en même temps travailler pour la ville. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre les opportunités un peu comme elles arrivent, si je le sens. Donc, je quitte l'Innoventura, le travail, et je deviens conseillère municipale. Et du coup, par le biais de ça, je suis obligée de trouver un autre travail. Et c'est là que je trouve mon travail d'éducatrice spécialisée à Antony. À l'époque, je ne suis pas encore éducatrice spécialisée parce que je n'ai pas ce diplôme. J'avais fait un DUT. Okay. Et je passe du coup mon diplôme d'EduxP en VAE. Okay. Donc validation des apprentissages et des compétences. Et du coup, je fais ça. Et je travaille après 7 ans en tant qu'EduxP à Antony. Okay. Et en parallèle, du coup, je fais conseillère municipale pendant 4 ans. 6 ans. Donc toi, à ce moment-là, t'as encore aucun rapport avec le hustle ou t'avais déjà commencé à faire quelques business informels un petit peu? À cette époque-là, je fais pas de business informel, je suis vraiment en focus EduxP et la mairie, mon job de conseillère municipale. Donc j'ai pas encore, je suis assez ouverte, un peu mature, mais j'ai pas encore ce mindset d'entrepreneur. Il arrive un peu plus tard. Mais à cette époque-là, non, je suis très focus, routine, je vais au travail, voilà, je fais mes trucs, mais je suis pas encore entrepreneuriat. Quand tu fais tes 7 années d'éducation spé, donc à côté, tu étais à la mairie, c'est ça? Oui. Toi, tu clôtures ça, c'est ça, à un moment donné, tu arrêtes. Ouais. Qu'est-ce qui te fait arrêter ce truc-là? La mairie? La mairie, ouais. Et EduxP. Alors, la mairie, en gros, on arrive au bout des 6 ans. Parce que c'est des mandats de 6 ans. On me propose de continuer. Je sens justement que là, je suis un peu plus dans le mindset entrepreneuriat et que du coup, j'ai moins de temps à consacrer. Comme quand je fais des choses, j'aime bien les faire vraiment pleinement. Et là, je me dis, allez, on a fait 6 ans, on a donné ce qu'on avait à donner. Donc là, je me dis, je pense que c'est le moment de, ça y est, d'arrêter. Donc j'arrête mairie. Et là, à cette période-là, je crée l'atelier de Metz, qui est ma société. Et du coup, ça, je fais ça au bout de 4 ans d'EduxP.
Ouais, au bout de 4 ans d'études. 4 ans d'études, ok. Ça fait 4 ans que je suis éducatrice spécialisée et là je crée ma société en parallèle. D'accord. Ça part de rien, ça part d'une discussion avec des amis, d'une anecdote. Et puis je me mets à aimer la pâtisserie. Après je suis quand même passionnée de cuisine depuis toute petite. J'étais tout le temps avec ma mère moi en cuisine depuis petite. Donc ça part un peu de là à la base. Tu peux me raconter l'anecdote? Oui, l'anecdote elle est, je vais essayer d'être courte. L'anecdote elle est simple, j'ai un groupe de meilleurs amis, on est 4. On part sur un repas entre copines un soir. Tout le monde doit ramener un petit truc à manger. Les filles me confient la partie dessert. À l'époque, je fais pas du tout de dessert. Vraiment, je fais gâteau yaourt, pas plus. Je tombe sur une vidéo YouTube, parce que je suis une grosse consommatrice de YouTube, d'une fille très sympa voilà, qui fait des vidéos de recettes sur YouTube. Sa recette me plaît, elle a l'air facile, c'est des cupcakes. Je me dis, pourquoi pas la tenter? Donc je tente cette recette. Et le soir, pas très sûre de moi, je me dis, bon, je vais faire une petite blague à mes copines. Donc j'arrive à cette soirée. Et je dis, bon, les filles, je me suis arrêtée sur Paris. J'ai acheté des cupcakes. Voilà, j'avais pas le temps de cuisiner et tout. Cette fois, ça me tue. Voilà, les filles me disent, bon, ok, cool. À l'issue de la soirée, on mange le dessert. Et les filles me disent, mais c'est quoi ces cupcakes de malade? Ils sont trop bons. Limite, je me dis, elle me blague. Et elle me dit, non, vraiment, ils sont trop bons. Donne le nom de la boutique. Là, je dis, mais la boutique, je dis, bon, allez, je vous dis la vérité, c'est moi qui les ai fait. Là, tout le monde se moque de moi, c'est impossible, t'as jamais fait de gâteau, on n'a jamais rien vu, tu nous blagues. Je leur montre les petites vidéos que j'avais fait dans la journée, preuve à l'appui. Ouais. Et de là, ça part de là, en fait. C'est mes copines qui me disent, mais franchement, c'est bon, tu devrais essayer. Je pense que tu as un petit truc, tu devrais essayer. Et ça part un peu de là, la boutade. Effectivement, j'essaye. Je fais pas mal de pâtisserie du coup après. J'y prends goût et je crée l'atelier de Metz, comme ça. Ça part de là. Donc ça part vraiment d'un... Merci mes copines. Ouais. Ok, comme tu vois, comme quoi ça part de là. Ça peut partir d'un rien. Et du coup, à partir de ça, donc on apprend, ce qu'on apprend, c'est que tu vas te lancer dans ce domaine-là. Oui, je me lance du coup dans la pâtisserie. À l'origine, je me lance pas dans la pâtisserie, je me lance dans la cuisine. Parce que moi, à la base, c'est ça que je sais faire, c'est la cuisine salée. Et finalement, quand je fais ces fameux cupcakes, je me dis bon, pourquoi pas tenter un peu aussi de quelques pâtisseries. Okay. J'y prends goût et je me lance très vite dans les gros gâteaux, les layer cakes, les gâteaux un peu américains. Et j'y prends goût en fait. Et j'en fais quelques-uns pour des copines et tout. Et j'aime bien voir les petites étincelles des gens quand ils voient les gros gâteaux. Ils sont tout le temps waouh. Et quand on me dit souvent cette phrase, c'est aussi beau que bon. Donc je me dis bon, pourquoi pas et tout. Et puis progressivement, effectivement, je me renferme un peu plus dans la pâtisserie. Même si aujourd'hui je fais quand même aussi du salé, mais à la base, je me focus pâtisserie. J'ai créé l'atelier de Metz et voilà. Mais l'atelier de Metz, donc du coup, c'est ta structure. C'est ma structure. Mais tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais, tu entreprenais avant ça. Tu m'as dit que c'était un peu encore ce mindset-là, mais en vrai, tu le faisais. Parce que tout à l'heure, on parlait en off de quand tu faisais un truc avec tes copines. À Radio 1000 Potes, c'était quoi exactement? Oui, alors avec mes copines, quand on était plus jeunes, on avait, avec la maison de quartier justement, on allait dans une émission de radio qui s'appelait Radio 1000 Pattes. Et on était, nous, chroniqueuses. Dans cette émission, on a fait ça pendant quasiment 2 ans, c'était tous les mercredis après-midi. C'était en quelle année ça? Ça date, hein. Je devais avoir, je pense que j'avais 16 ans, 17 ans, tu vois. Sérieux? Ouais, ça fait très longtemps. Vous étiez comme des chroniqueurs à l'époque ou des chroniques, enfin là on voit des chroniqueurs. Et moi j'étais chroniqueuse people. Je racontais tous les trucs des Américains et tout. Et ça part de là d'ailleurs l'atelier de Messia, parce qu'il nous fallait un surnom de chroniqueur, chroniqueuse. Okay. Et à l'époque avec mes copines on était très ambiance américaine, Beyoncé, J-Lo, tout ça. C'était et donc du coup on avait toutes des noms en Tessia, Messia, Keisha, tu vois. Ça partait de là. Et sauf que moi du coup c'est beaucoup resté. Les gens ont continué à m'appeler pendant très longtemps Messia. C'est pour ça que j'ai transformé ça en Metz parce que c'était plus court. Et ouais, on avait quand même ce côté un peu mindset, mais je trouve qu'avant, en fait, je le faisais beaucoup à la rigolade. Je prenais rien au sérieux. Pour moi, c'était du kiff, c'était du plaisir. Aujourd'hui, ça reste du plaisir parce que j'arrive pas à faire les choses sans plaisir, mais aujourd'hui, c'est plus business. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus chef d'entreprise, alors qu'avant, c'était un kiff. Je faisais ça comme ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est comme un gamin qui va se mettre à vendre de la limonade, on va dire, dans le coin d'une rue. Bon. Là, c'est plus un cadre state, etc., qui va le faire qui avait même aidé son père, etc., pour tu vois. Mais c'est ce genre d'anecdote, c'est important parce que ça va te donner
ça va donner un sens à la suite. Oui. Donc c'est... En fait, je me suis très vite dit dans ma tête que ça, c'est mon mindset depuis que je suis toute petite, c'était que rien n'est impossible. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais pas éducatrice spécialisée. Je me suis formée pour le devenir. J'étais pas conseillère municipale. Je me suis formée pour comprendre ce mouvement. J'étais pas pâtissière. Je me suis formée pour le devenir et moi je marche beaucoup comme ça, même quand je rencontre du monde et tout, qu'on me dit oui j'aimerais bien faire tel projet. Aujourd'hui j'ai ouvert aussi en parallèle une agence de communication. À la base c'est pas mon domaine et en fait je suis très dans le mood. Alors attention, je dis toujours quand même aux gens, on peut pas faire ce qu'on veut n'importe comment. Pour moi, il faut quand même ce processus de formation. Tu vois, il faut se former, il faut apprendre. Après, moi, je suis très autodidacte. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, YouTube et autres, on peut apprendre seul. Moi, j'ai tout appris seul. La pâtisserie, j'ai appris seul. C'est clair. J'ai fait un CAP pâtisserie, peut-être j'expliquerai après. J'ai appris seul, tu vois. Mais du coup, je me mets aucune barrière et j'invite les gens, ceux qui nous regardent là aujourd'hui, à se dire, mais ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Alors, c'est dur. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens et leur dire on peut tout faire en claquant des doigts. Non, il faut travailler dur, s'armer de patience. Mais aujourd'hui, tu peux tout faire dans ta vie si tu en as envie. Tu vois, si tu es motivé et que tu es bosseur, tu peux faire ce que tu veux au final. Tu vois. Après, il y a des échelles. Peut-être que tu vas faire à petite échelle au début, à moyenne, à grande et à très grande et exploser outre-Atlantique. Mais en tout cas, tu peux tout faire. C'est qu'une question de... C'est qu'une question de volonté. Et aussi de bonnes rencontres, parce que ça aide, tu vois. C'est sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune barrière. Clairement, c'est important. Vous avez entendu ou pas? Pas de barrière. Et c'est important ce que tu dis, parce que de toute façon, on voit que moi, je t'ai toujours vu déter depuis que je suis tout petit. Je dis, mais elle, c'est quelqu'un. Merci. Et là, tu fais ta boîte d'entrepreneuriat. Donc là, tu es installé. On peut le dire. Hein. Là, tu t'installes, tu fais que ça ou tu travailles ça à côté? En fait, là, je suis à cheval entre les deux. Donc, je suis toujours éducatrice spécialisée dans une structure à temps plein, en CDI temps plein. Je travaille 38 heures par semaine pour ça. À côté de ça, je développe donc l'atelier de Metz, donc qui est axé pâtisserie, food, sucré-salé. Et je fais les deux pendant 4 ans. Les deux en même temps. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, une journée type, ça va être parlant pour les gens. Je me lève le matin, 6h du matin. Entre 6 et 8h, je fais l'atelier de Metz. Donc ça peut passer par aller livrer des clients, par faire des brunchs à domicile, par livrer des petits déjeuners. À 9h30, 10h, je suis au travail, donc d'éduc. Je fais ça de 10h à 13h. Après, à 13h, j'ai ma pause déj. Pendant ma pause déj, j'ai une pause déj longue de 2h30 que je me suis arrangée avec ma chef. Et pendant ces 2h30 là, pareil. Soit je vais faire des courses pour mes fournisseurs, soit je suis en train de faire de la pâtisserie. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Après, je retourne au travail aux alentours de 15h30. Et là, je suis avec les jeunes de mon travail. Donc, je fais EduxP jusqu'à 19h, 19h30. Là, je suis focus dans mon job, EduxP. Et le soir, quand je rentre, il est aux alentours de 20h. Je peux aller faire une dernière livraison dans le fond du 95 ou du 93. En fait, j'ai vraiment un rythme de vie pendant au moins 2 ans où j'enchaîne vraiment les deux et mes journées, c'est que ça. Donc, tu es en train de me dire, là, tu tapais du 6-22 heures? Ouais, je faisais vraiment des journées de folie, vraiment intensives. Et le week-end, c'est souvent le week-end où j'avais des buffets, tu sais, des buffets sucrés, salés. Donc, vraiment, pendant au moins 2 ans, je fais du 100%, les deux. Vraiment les deux, focus. Et l'atelier de Metz, en fait, si tu veux, ça a marché assez vite. J'ai été pas mal sollicitée. Mais comme je le prenais un peu comme un amusement, j'adorais, tu vois, je kiffais aller un peu à gauche, à droite. Mais j'étais pas encore focus, ça peut être vraiment une grosse entreprise, tu vois. J'étais vraiment à tâtons. Pour moi, c'était un kiff. Quand j'allais à gauche, à droite, j'étais pas trop fatiguée, tu vois. C'était l'adrénaline tu viens de débuter, t'as une entreprise, c'est un kiff, t'es là, tu rigoles. C'était un peu ça au début. Donc c'est ça au début, beaucoup. Et puis après, au bout de 4 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, j'ai pas mal de déclics. C'est que je suis sollicitée parfois par des marques, des entreprises, des chefs d'entreprise qui me disent on aimerait bien vendre tes pâtisseries dans notre salon, on aimerait bien t'embaucher en tant que salarié. Et moi, en fait, je comprends tout de suite que non, je veux pas être salarié, que je veux faire vraiment mon truc à moi, tu vois. Et en fait, un jour, j'ai un déclic. Je m'aperçois que, et je parle vraiment avec humilité, que je gagne plus d'argent, parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler aussi de finances. Je gagne plus d'argent avec l'atelier de Metz que ce que je gagne en tant qu'éducatrice spécialisée. Et pour autant,
je fais éducatrice spécialisée 38 à 40 heures par semaine et l'atelier de Metz, finalement, dans la semaine, ça représente 15-20 heures, tu vois. Et je me rends compte que je gagne plus en faisant moins de temps, tu vois. Et un jour, j'ai un déclic, je me dis, mais en fait, aujourd'hui, tu as peur de quoi? Peut-être que finalement, tu peux faire une parenthèse sur le côté EduxP et faire l'atelier de Metz à 100%, puisqu'en fait, tu peux en vivre. Parce que tu as toujours peur de ça quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et du coup, en fait, tu te rends vite compte que, en fait, tu as toujours peur quand tu te lances dans le business de te lancer à 100%, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais tout en tant qu'EduxP. Un travail que j'aimais trop, que j'aime encore toujours et que je dis toujours que j'y retournerai, tu vois. C'est vraiment, moi, c'est un travail de cœur. Des collègues en or, vraiment une équipe de travail, ils m'ont toujours soutenu. Ils ont su très vite que j'avais plusieurs activités. J'avais la mairie, j'avais EduxP, après j'ai ouvert l'atelier de Metz, j'ai toujours été un peu partout. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. C'était les premiers à se déplacer quand j'avais des événements en extérieur, à me donner un coup de main. Parfois même à la pause déjeuner, tu vois, à dire allez, on stoppe tout, on mange pas, on se pose. Elle a des box de trucs à faire et tout, on l'aide, on emballe ses colis, on fait les papiers cadeaux. Ils m'ont toujours aidé, mes collègues. T'aidaient carrément dans m'aider dans mon travail. Combien de fois j'ai eu des imprévus, des galères, des moments où je devais demander une journée de repos et ça s'organise. On m'a toujours aidé, toujours soutenu. Donc en fait, si tu veux, j'avais tout. Mon travail, il était à 5 minutes de chez moi. J'avais réussi à négocier des horaires qui me permettaient quand même, tu vois, de ne pas arriver trop tôt le matin, même si je finissais tard le soir. J'avais une longue pause le midi qui me permettait d'avoir 2 activités. Et du coup, tu te dis, ok, est-ce que tu vas vraiment quitter ça, la stabilité, pour finalement te lancer toi à temps plein? Et finalement, avec le déclic, je me dis, allez, c'est maintenant ou jamais. Donc j'y vais. Et donc du coup, en février 2020, je demande une rupture conventionnelle au travail, que je galère à avoir, parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. En février 2020? Oui. On est en plein... Non, on n'y est pas encore, on y arrive. Février... Au niveau du Covid. Février 2021. Février 2021. Ok. Parce que là, en février 2023, ça fera 2 ans. Ok. Et donc, je finis par obtenir ma rupture conventionnelle, donc je pars. Donc du coup, je Et ils acceptent quand même de te donner une... Ils acceptent, mais encore une fois, et j'invite les gens à vraiment pousser toujours leur démarche. En fait, moi, si tu veux, pour faire court, je demande une rupture conventionnelle. On me dit, c'est pas possible, on a plus de 500 salariés, rupture conventionnelle, ça marche pas dans notre job. Ça, c'est le N+2 qui me dit ça. Il me dit, voilà, ça va pas être possible, c'est compliqué et tout, c'est mort. Il me dit, t'as pas 50 solutions, soit tu démissionnes, soit truc. Moi, quand même, je me lance dans un truc où je me dis, bon, j'ai quand même besoin d'avoir le chômage, on sait jamais si ça marche pas, pouvoir me retourner, pouvoir revenir, etc. Et donc, du coup, je fais un mail au Big Boss. Et je lui demande à le rencontrer. Bon, très dur d'avoir. C'est comme si tu as une énorme boîte. Le gars, il a entre 500 et 1000 salariés. Moi, je suis vraiment à la toute petite échelle. Je me dis, il va jamais accepter de me rencontrer. J'ai déjà vu le N+1, le N+2. C'est eux qui traitent avec nous. Ils m'ont déjà dit que il avait dit non. Tu peux expliquer la notion de N+1, N+2 pour ceux qui ne comprennent pas? En gros, moi, je travaillais dans une entreprise. J'avais ma chef, donc qui était la N+1. Au-dessus d'elle, il y avait le N+2, c'était le grand responsable cadre. Et après, au-dessus de ce gars-là, tu as vraiment le PDG de la boîte. D'accord. Et donc, du coup, je fais des pieds et des mains. J'arrive à obtenir un rendez-vous avec le PDG. Donc, je vais au rendez-vous. À ce rendez-vous, tout de suite, il me dit, voilà, j'ai eu vent de votre parcours et de ce que vous voulez faire. Malheureusement, voilà, je ne peux pas accéder à cette demande. Vous n'êtes pas la première à demander une rupture conventionnelle. Surtout qu'à cette époque-là, c'est fou parce qu'en fait, dans mon taf, on est 2 à demander une rupture conventionnelle, moi et ma collègue en même temps. Elle, parce que son mari est muté. Ah ouais. Et moi, parce que je veux partir et changer d'orientation. Il nous dit non à toutes les 2. Juste, au moins, il est juste. Moi, je pousse et je demande quand même un rendez-vous. Et à ce rendez-vous, on parle pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je lui dis franchement, j'ai besoin. Je lui explique mon projet et tout. Il me dit c'est compliqué, c'est pas possible. À la fin du rendez-vous, je lui dis j'ai 3 propositions à vous faire. Quand je demandais la rupture conventionnelle, moi, c'était plus pour m'assurer d'avoir le chômage et de ne pas me retrouver du jour au lendemain sans rien. Je lui dis, parce que j'avais 7 ans d'ancienneté, je lui dis l'indemnité qu'il devait me donner, j'ai pas de souci à le dire, c'était aux alentours de 7 000 €. Je lui dis, cette indemnité-là, je vous la laisse. J'en veux pas, je vous la laisse. Donnez-la, faites des projets, mettez-la dans les projets avec les enfants. C'est pas pour l'argent que j'ai besoin de cette rupture conventionnelle. Il me dit, mais en fait, légalement, je peux pas la récupérer, ton indemnité. C'est ça. Je lui dis, j'ai réfléchi à plein de solutions. En partant,
je m'engage, si on me donne la rupture conventionnelle, à faire des ateliers, parce qu'on en faisait beaucoup, tu vois, on faisait appel à des prestataires, des ateliers pour les enfants et tout. Je dis, je m'engage à faire des ateliers sur l'année pour les enfants. J'essaie de trouver plein d'alternatives. Et en fait, si tu veux, à la fin, il est touché par mon discours, parce qu'il voit que je suis vraiment sincère. Ouais. Et il est touché, et il me dit par contre, vous m'avez touché, tu vois. Il me dit, vous m'avez touché, et parce que je vois en fait que vous voulez partir pour un vrai projet, et qu'en fait, vous n'êtes pas là pour l'argent, vous n'êtes pas là pour... Il me dit, je vais réfléchir. Et en fait, j'avais ramené un gros document, et parce qu'à l'époque, en fait, je voulais ouvrir vraiment un genre de bar, une structure pour faire mes cookies et tout, tu vois. Okay. Et j'avais fait tout un truc et tout. Graphique, tu vois, pour lui expliquer, en fait, je pars pas à l'arrache, c'est un vrai projet, c'est construit, tu vois. Ouais. Et là, limite, si tu me laisses pas partir, tu vas me bloquer, en fait, tu vois. Et en fait, il a été touché un peu par ma démarche, par tout ça, et puis j'avais 7 ans d'ancienneté, et ça se passait super bien au travail. Et donc, une semaine après ce rendez-vous, je reçois un appel du coup du N+2, qui lui m'avait déconseillé de prendre rendez-vous avec le grand patron. Il m'avait dit, ça se fait pas, on fait pas ça, on arrête, c'est non, tu vois. Et je reçois un appel de lui et il me dit c'est ok, tu as ta rupture conventionnelle, il a été touché, c'est ok, tu pars avec tes indemnités, tu pars avec tes trucs, il ne t'impose rien, il n'y a pas de tu dois faire en contrepartie, nanana. C'est moi après, puisque j'étais en très bon terme avec mon travail, je suis partie il y a 2 ans. En 2 ans, j'ai fait 5-6 ateliers pour eux bénévolement. Je viens là, maintenant je reviens le vendredi, je fais du bénévolat, mais parce que j'aime ça. Et parce que les enfants en ont besoin, tu vois. Et parce que j'ai qu'une parole aussi, tu vois. Ah, ça tue. Et donc voilà, pour le parcours. Ça tue. Tout ça, le truc, c'est beau en plus dans plusieurs points. Déjà, le fait que Metz déterre, comme d'hab. Et puis, tu étais même prêt à sacrifier des sous pour aller dans ton projet, quoi. Complètement. Parce que moi, l'idée, c'était de me sentir bien au quotidien. C'était pas d'être bloqué dans un travail. En fait, si tu veux, là, j'arrive à une période, même si j'aimais trop mon travail d'éducatrice spécialisée, j'arrivais dans une phase où en fait j'étais en saturation. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que j'enchaînais 2 travails en même temps, presque jour et nuit. J'arrivais plus en fait. Tu vois, maintenant, quand j'arrivais dans mon travail d'éduc-spé, j'étais plus concentrée. J'avais qu'une envie, j'étais focus entrepreneuriat, je voulais ouvrir ma boîte, je voulais faire développer plein de trucs, j'avais plein de projets et je me sentais, tu vois, bloquée dans mon truc. Donc du moment où ils m'ont laissé partir, je me suis épanouie. Là, ça fait 2 ans du coup maintenant. Et 2 ans où, sans regret. Parce que j'ai continué quand même à faire des ateliers avec les enfants et tout. Donc j'ai gardé mon âme d'éduc, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai développé mon business, tu vois. Et du coup, comment on fait pour être pâtissière? Parce que là, t'es quoi? Tu es pâtissière pro là concrètement? Oui, alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai appelé la chambre du commerce pour ouvrir une auto-entreprise, parce que j'ai fait une auto-entreprise, donc la fille m'a expliqué un peu les démarches à faire. Elle m'a dit tout de suite, par contre, je vous mets en garde, pour ouvrir un business dans la pâtisserie fraîche comme vous voulez faire et tout, il faut un diplôme de pâtissière, un vrai diplôme. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je ne vais pas expliquer tout en détail, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite au CAP pâtisserie en candidate libre. Parce qu'à l'époque, je ne me voyais pas quitter mon travail et aller à l'école. Donc, quand j'ai su qu'on pouvait le faire en candidat libre, je me suis inscrite. Voilà, tu vas sur Internet, CAP pâtisserie candidat libre. Il y a une plateforme, tu t'inscris. Et donc, je me suis inscrite. Je me suis inscrite en octobre 2020. Ouais, octobre 2020. Le CAP, donc l'examen, c'était en mai 2021, donc l'année suivante. Et du coup, j'avais à peu près 7 mois pour m'entraîner et devenir pâtissière. C'est chaud. Et tu as fait ça de ton côté? Et j'ai fait ça de mon côté. J'ai acheté un livre qui s'appelle Passer son CAP pâtisserie en candidat libre de chez Michel et Augustin, que je recommande à tout le monde. Je me suis formée avec ce livre. Franchement, c'est un livre comme ça, énorme, de 200 pages. J'ai tout lu en long, en large, en travers. J'ai beaucoup regardé YouTube pour voir, parce que je suis très visuelle, pour voir un peu comment elles faisaient, les pâtissières. J'ai fait une seule formation physique, parce qu'en fait je craignais le millefeuille, je ne savais pas le faire et je craignais ça de l'avoir à l'examen. Donc j'avais pris un vrai pâtissier pro. Pour te former à faire le millefeuille. Me former, il est venu 4 heures chez moi, il m'a formé à faire le millefeuille. Ça, tu as même rajouté des sous pour oui. Et j'ai fait 4 heures de formation avec ce monsieur. Folie, je suis tombée sur le millefeuille à l'examen. Donc vraiment, c'était pas, tu vois. C'est un paga. Et après, je me suis entraînée. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup d'investissement, tu vois. En fait, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais. En fait, si tu veux, au CAP pâtisserie, tu as des modules. Donc tu dois maîtriser une trentaine de choses. Et c'est 5 modules.
Pour donner une idée, par exemple, les entremets, les viennoiseries, ça c'est ce genre de module-là. Donc il a fallu que je m'entraîne et en fait ce que je faisais, je pâtissais tout le temps, dès que j'avais un trou, j'étais encore au travail à cette époque. Je pâtissais, j'emmenais les gâteaux. J'avais fait une sélection autour de moi d'une dizaine de personnes, que des personnes qui aimaient manger, mais qui étaient très critiques sur la nourriture. Pas mes meilleurs amis qui allaient dire « Ah mais c'est trop bon » et tout. Que des amis à moi, j'avais des amis restaurateurs et tout, qui étaient critiques sur le culinaire. Et donc du coup, à chaque fois que je faisais quelque chose pour le CAP, je leur ramenais la pâtisserie en question et je faisais goûter partout, à gauche, à droite, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bon? Le fonçage, est-ce que c'est pas trop épais, trop fin? Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et du coup, quand toi t'es dans ton apprentissage et en même temps t'es en train de faire ton SNESB, comment est-ce que tu mets en œuvre comment tu fais pour faire ta structure en fait? Comment tu fais pour t'installer? Est-ce que tu cuisines de la maison? Alors au point de départ, je cuisine de chez moi, donc dans mon appartement, petite cuisine, je me débrouille un peu comme je peux. Après, je me renseigne beaucoup, je suis très dans la demande, je regarde beaucoup ce qui se passe. Je me rends compte que finalement, on peut louer, donc moi je suis de Massy, on peut louer à Palaiseau, ville avoisinante et même à Massy, des laboratoires professionnels qui coûtent quand même assez cher. Mais quand j'ai des gros événements, quand on me demande par exemple de faire des buffets, évidemment je ne peux pas cuisiner chez moi, c'est trop petit et surtout c'est pas aux normes. Donc là par contre je loue des laboratoires pro, mais je fais en sorte que quand je deal ma facture, mon projet, je fais en sorte d'inclure quand même le prix du laboratoire. Tu sais, j'essaie de faire des petits micmacs comme ça, où je me dis bon, si on me paye 500 € pour une prestation, je vais faire en sorte qu'on paye 550. Comme ça, je sais que j'aurai peut-être 100 € de plus à mettre de moi, mais j'aurais quand même pris 500 € pour mettre, 50 € pour mettre dans le laboratoire. Donc je fais pas mal ça. J'obtiens mon CAP, j'ai 17 de moyenne et là je me sens en confiance. Je me dis. T'es plus dans ce truc-là où... Je suis plus dans ce truc-là. Et tu sais, les entrepreneurs, ils ont beaucoup le syndrome de l'imposteur. On se dit souvent. En fait, est-ce que c'est ma place? Je suis pas allée à l'école comme tout le monde, j'ai pas fait un CAP 2 ans à l'école. Et d'ailleurs, quand tu passes ton CAP en candidat libre, tu sais, il y a 10 membres du jury qui sont autour de toi, qui te regardent pendant que tu fais ton CAP. Et tu le vois, ils pointent énormément ceux qui l'ont fait en candidat libre parce qu'ils se disent, mais en fait, on est prof. Pourquoi ces gens-là ne viennent pas à l'école 2 ans apprendre, tu vois? Ils se permettent de se dire qu'ils peuvent apprendre tout seuls et c'est vrai, je les comprends, tu vois. Et donc du coup, tu es vachement pointé du doigt. Bon, j'ai passé mon CAP, je l'ai eu et puis voilà, après au bout de 4 ans, je quitte du coup mon job. Je fais l'atelier de Metz à 100%. Je fais beaucoup appel. En fait, je fais pas les partenariats. Parce que pour moi, les partenariats, ça marche pas forcément, tu vois. Mais en revanche, on me sollicite très vite. Tu vois, j'arrive facilement par le biais de mes contacts, de ce que j'ai fait pour un tel. Je fais après Vita, je fais Amel Bent, je fais Dadju Maître Gims, je fais Absatoussi, j'arrive vite, je fais Énergie avec Amel Bent, je fais Koé, je fais pas mal d'influenceurs qui sont sur la toile. Et tout ça gratuitement dans le sens où je ne les paye pas pour qu'ils partagent mes produits. Je leur donne mes produits, ils aiment mes produits et donc ils partagent d'eux-mêmes. J'arrive vite à me faire quand même un... Ça, tu le vois comme un coût ou comme un investissement? Non, pour moi, ça, c'est que du plus. C'est que du plus. Pour moi, dépenser de l'argent dans, je te donne par exemple de la pâtisserie, je te fais goûter des gâteaux, c'est que du plus. Alors, tu sais, quand tu ouvres un business, je le dis toujours, tu as un budget communication, il faut investir dans la communication, site internet, tout, flyer, tout ça. Et ce que je fais là de donner aussi parfois gratuitement, et ça je le fais pas que pour des gens connus, je donne aussi à des assos, à des gens, tu vois. Et ça en fait, ça fait partie du jeu en fait, tu vois. Et aujourd'hui quand tu regardes des grosses entreprises, ils font de la com, mais je sais pas, ils ont des budgets de com des fois de 10, 15, 20 000, 30 000 € avec des grosses entreprises, des panneaux publicitaires, tu vois. De mettre aujourd'hui, je sais pas moi, ta marque après une pub à la télé, ça coûte des milliers d'euros. Ça coûte très Donc nous, on fait de la com à notre échelle, une petite échelle, mais ça marche. Et en fait, je passe à l'époque de 0 follower à aujourd'hui presque 20 000 followers sur Instagram et ça marche. Incroyable. Tu donneras d'ailleurs ton Insta à la fin de l'émission. On donnera le Insta. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là, tu nous as cité un beau monde à qui tu as travaillé. Oui. Mais est-ce qu'avant ça,
quand tu étais dans ton hustle, est-ce que tu faisais, parce qu'on voit beaucoup de pâtissières qui commencent avec leur entourage, ils postent sur Snap et puis ils vont livrer, etc., etc. Je pense que pendant les 2 ans… Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Il faut savoir que pendant très longtemps, évidemment, je faisais goûter à mon entourage en premier, mes copines, ça a commencé comme ça. Moi, il faut savoir qu'avant d'en arriver comme je fais maintenant, je livrais, moi, dans ma voiture, toutes mes commandes toute seule. Et je livrais le matin à 6h du matin, j'allais livrer jusqu'à 22h le soir. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que… Je faisais tout, je faisais des buffets et bon, j'ai une toute petite voiture et on chargeait la voiture, elle était remplie de tout, des cartons, des trucs, des ballons, enfin on faisait tout nous-mêmes. Je partais avec mes soeurs, je partais avec mes copines. Enfin je veux dire vraiment avant d'en arriver là et on est qu'au début du chemin parce que pour moi il y a encore tellement de choses à faire. Mais je veux dire avant d'en arriver là, on a charbonné, vraiment. Vraiment, vraiment. Il faut faire preuve de patience et de beaucoup de travail. C'est pas un truc… C'est pas en claquant des doigts, vraiment. C'est du travail, beaucoup, beaucoup de travail. Parce que d'aller te faire connaître, bah, c'est du travail. Et même, tu sais, dans ton toit intérieur. Parce que c'est du travail physique, mais c'est du travail aussi psychologique, mental. D'aller comme ça, moi je suis quelqu'un, je suis assez sociable et du coup c'est vrai que j'ai cette chance par contre, c'est que j'ai pas honte moi d'aller demander. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une fille, que je ne vais pas citer son nom, mais c'est une influenceuse très connue des réseaux sociaux. Et un jour, je me dis, tiens, ça serait bien, j'ai un concept de box de cookies que je livre dans toute la France. À l'époque, je ne livre pas dans la France, c'est ça que je livre partout. Et je me dis, bon, il faut que je fasse connaître cette box. Et donc, je fais appel à cette fille-là. Donc, j'envoie un message sur Instagram, voilà, j'aimerais te faire découvrir mes cookies, etc. Son manager me répond et il me dit bon je vais voir, ça a l'air sympa ton truc et tout, je vois ce que je peux faire. On échange sur WhatsApp, très gentil le gars. Et il me dit écoute voilà j'ai parlé avec elle, malheureusement ce ne sera pas possible. Le manager t'a comment répondu du tac au tac? Le manager m'a répondu très rapidement, 1 ou 2 jours après, voilà, on échange sur WhatsApp, on s'appelle avec le manager, il me dit explique ton projet. Je lui explique voilà je suis une entrepreneur, voilà, je sors de rien, j'ai un concept de box de cookies qui sont faits maison, c'est artisanal, c'est du bio, c'est fait par moi-même et tout, j'ai monté un concept, c'est des box de cookies à offrir et tout. Okay. J'aimerais que ton influenceuse elle puisse partager etc. Financièrement, j'ai pas de budget pour c'est 2 à 3 000 euros les partenariats. J'ai pas le budget. Maintenant, voilà, je suis prête à lui offrir des box, même pour elle, pour sa famille, ses copines, sa fille, ce que tu veux. Il me dit, je vais voir. Franchement, il est un peu dans notre dynamique, il est assez gentil. Il me dit, je vais voir. Il revient vers moi 2-3 jours après, il me dit écoute, je suis désolée, j'en ai parlé avec elle et tout, bon bah ça sera pas possible. En gros voilà, elle n'a pas forcément adhéré au truc, elle fait très peu de partenariats et tout, bon ça sera pas possible. Je dis écoute c'est dommage, c'est pas grave, je comprends. Moi par contre je suis très soft, enfin je réagis bien au refus moi. Ouais. Moi je suis très dans le faut aller à l'audace, ça marche, tant mieux, ça marche pas, il n'y a pas de souci. Je suis pas dans le truc, oui, elle a pas voulu, pas du tout. C'est les règles du business, c'est les règles du jeu. C'est son métier, je l'accepte, elle veut tant mieux pour moi, elle veut pas c'est pas grave. Il me dit bon c'est mort. Je dis à mes copines, moi elle a dit non et tout le monde est dégoûté, tout le monde me dit ah vas-y, elle abuse, je dis c'est pas grave et tout. 1 mois plus tard, je suis à la maison et tout, voilà, ma soeur m'envoie un message, elle me dit oh c'est fou, telle influenceuse, elle est, en fait si tu veux, j'habite dans une résidence et pas très loin de notre résidence il y a le trampoline park. À Palaiso. Ouais, je connais très bien. Elle me dit c'est fou, je viens de voir la story de l'influenceuse. Elle est au trampoline park. Je t'explique, le trampoline park c'est à 100 mètres de chez moi. Ouais, elle me dit elle est au trampoline. C'est à 100 mètres de chez moi aussi. C'est ça. Elle me dit elle est au trampoline park avec sa fille. Ouais. Truc de fou. Je lui dis cette fille-là, elle habite pas dans mon secteur. Je dis c'est une coïncidence, peut-être un destin. Ouais. Et je dis ni d'une ni deux. Je suis chez moi en pyjama. Je fonce, je lance une box de cookies, je lance une fournée de cookies, je lui fais une box tac tac rapide, je trace, je descends, et donc je vais au trampoline park, je rentre dans le trampoline park avec ma box, je laisse la box dans la voiture, okay. Je rentre dans le trampoline park, elle est assise et tout, sur son téléphone, je l'interpelle, je lui tape un peu sur l'épaule, et je lui dis hello et tout, je veux surtout pas te faire peur.
Je dis voilà, j'habite à côté, non. Je dis je vais tout expliquer. Je lui explique tout. Je dis voilà, je suis telle personne, j'ai fait ça. J'ai un concept de box à cookies. Je dis je pense que tu es au courant puisque j'avais contacté ton manager, Elle me dit oui. Je dis il n'y a pas de souci, je sais que tu as refusé de le faire. Je dis je suis pas là pour te prendre au dépourvu, Ouais. Je dis c'est juste que je sais que parfois, quand on t'explique comme ça à l'oral, tu me connais ni d'Adam ni d'Ève, évidemment que tu n'as pas envie de me faire une pub gratuitement, tu me connais pas. Je dis mais là peut-être que je me suis dit, peut-être que de venir te l'expliquer de vive voix, que tu vois la personne que je suis, que finalement je suis une fille comme toi, très simple. Et en plus cette fille-là, elle avait un peu un cercle d'amis qui ressemblait un peu à mon cercle d'amis avec qui j'avais grandi. Et je lui dis voilà, en fait je suis une fille très simple. Donc je dis écoute, ça coûte rien. Tu me dis non, je rentre chez moi, il n'y a aucun souci, je t'en veux même pas. Je dis mais au moins là je suis venue t'expliquer de vive voix. Elle me dit quoi? Elle me dit t'as bien fait. Elle me dit il n'y a aucun souci, je vais te le faire. Je suis partie récupérer la box que j'avais ramenée dans ma voiture. Je lui ai donné la box. Elle a kiffé mes cookies. Cette histoire, elle date d'il y a 2 ans à peu près. 2021, 2022 Début 2021. Ok. Fin 2021, 1 an et demi. Ok. À l'heure actuelle, du coup maintenant on se suit sur les réseaux, on se voit régulièrement, je lui offre régulièrement des box de cookies, elle me fait la pub, quand mon livre est sorti, elle m'a fait la pub. En fait elle a eu un coup de cœur après sur mes cookies, Ouais. super bon feeling, et ce jour-là elle m'a fait la pub et j'ai explosé, tu vois. Donc voilà, c'était une anecdote pour dire aux gens, on m'avait dit non. J'aurais pu me cantonner à me dire, on m'a dit non, je m'arrête là, tu vois. Lâche l'affaire. Et On finalement... y va au culot. J'invite les gens, allez-y au culot. N'ayez pas honte, en fait, vous n'avez rien à perdre. Ce sont des personnes comme vous. On est tous pareils, en fait. On est tous des êtres humains. Tu auras des personnes qui auront un peu plus de cœur que d'autres. Et quand bien même les personnes qui te disent non, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas de cœur. C'est un business. Clairement. Faut aller à l'audace. C'est tout. Mess déterre. Excusez-moi. Déterminé, toujours. Ça marche. Non, c'est lourd. L'histoire, elle est belle carrément. Donc, moi, je voulais te demander aussi, est-ce que toi, dans ton cursus, le fait d'être une femme, une noire, est-ce que toi, ça t'a bloqué dans ton cursus, dans ce que tu as voulu entreprendre? Est-ce que pour toi, même venir de quartier, etc., est-ce que ça t'a bridé, toi? Enfin, est-ce que tu as vu qu'on voulait te bloquer dans ton... J'ai jamais été bloquée dans des choses que j'avais pu faire, tu vois, même des demandes que j'ai faites ou autres. Après, je pense que c'est pas le plus simple, tu vois. Déjà d'être une femme dans le business, c'est pas le plus simple. D'être noire dans le business, c'est pas le plus simple. On le voit très bien avec tout ce qui se passe autour de nous, tu vois. Après, moi personnellement, est-ce que c'est dû au fait que justement je me mets zéro barrière et que pour moi en fait dans mon mindset ce n'est pas une barrière, tu vois, je pars déjà dans cet état d'esprit là que pour moi c'est une force, c'est une fierté, c'est pas du tout une barrière que ce soit d'être femme ou d'être noire, tu vois. Et du coup je pense que déjà quand l'état d'esprit, le mien en tout cas, il est en ce sens, du coup c'est comme si, et je le dis avec humilité, je ne laissais pas la place à quiconque de pouvoir me mettre dans cette position-là. C'est-à-dire que quand je parle avec des gens, dans le business, dans autres, je veux que les gens voient l'entrepreneuse que je suis, au-delà de la femme, au-delà de la noire, de la femme noire, et du coup, je te laisse pas cette porte d'entrée, tu vois. Ce qui fait que j'y ai pas été forcément confrontée moi en direct, mais après, pour avoir des amis, pour être bien les yeux ouverts sur tout ce qui se passe autour de nous, je sais très bien que c'est difficile, c'est pas le plus simple. Et à côté de ça, justement, moi je suis contente aujourd'hui et je suis fière. Et par contre, ça, oui, il y a un truc quand même auquel je pense là en te disant ça, c'est qu'en fait, si tu veux, moi sur mon compte Instagram, pendant très longtemps, je ne me suis pas montrée sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était mon état d'esprit, je voulais pas montrer mon visage, je voulais pas me montrer, me filmer, etc. Donc pendant... Tu voulais mettre en avant tes compétences avant. Voilà, et pas du tout me montrer. Donc pendant 4 ans, je me montre en fait sur les réseaux depuis 1 an et demi, mais avant ça, jamais. Et j'ai remarqué un truc, c'est que ça m'arrivait au moins 5-6 fois, plusieurs fois quand les gens après me rencontraient dans la vraie vie et qui me voyaient pour la première fois, ils me disaient « Ah mais je m'attendais pas à ce que ce soit toi et tout, ah bon ?» Et à chaque fois on me disait « Je pensais que tu étais soit une blanche, soit une rebeu. » Mais jamais on m'a dit, les gens se disent « Ça peut être une noire qui est derrière ce... » Et ça m'a heurtée. Parce que aujourd'hui, moi je suis contente, je suis fière de pouvoir montrer justement que à la fois sur mon statut de femme et sur mon statut de femme noire, on peut entreprendre, on peut faire des choses bien, on peut être carré, on peut faire des avancées professionnellement et ça peut fonctionner et tout ça, tu vois. Et ça, je trouve que ça manque un peu.
Et donc c'est pour ça que je suis contente à chaque fois que je vois des entrepreneurs. Après moi j'aime pas mettre dans des cases. Donc entrepreneur quelle qu'elle soit, je suis contente. Mais c'est vrai qu'en tant que femme noire, je suis contente, tu vois, quand je vois des sœurs comme moi, tu vois, qui arrivent, qui montrent aussi que nous aussi, en fait, on a notre place, tu vois, comme tout être humain d'ailleurs. Hein. C'est important le doigt sur lequel tu touches parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est réservé pour une certaine catégorie de personnes, alors qu'en réalité, tout le monde peut entreprendre. Mais tout le monde peut entreprendre, mais vraiment, tout le monde peut entreprendre. Clairement. Peu importe la religion, peu importe la couleur de peau. Moi, je suis quelqu'un de très ouverte. J'aime bien travailler avec tout le monde et jamais, 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 je mettrai de barrière à qui que ce soit. D'ailleurs, tu sais, je suis souvent sollicitée pour des demandes de stage, pour des demandes pour travailler avec moi, etc. Et j'essaye de répondre au maximum. Et que ce soit des plus jeunes, pareil, moi je fais pas de barrière par rapport à l'âge. Pour moi, tu peux avoir 18 ans et travailler mieux que quelqu'un qui a 30 ans. Hein. Donc en fait, faut s'ouvrir. Faut arrêter de toujours tu vois, se mettre des bâtons dans les roues à chacun. Faut s'ouvrir un peu sur le monde et sur les gens. C'est important ce que tu dis. Vraiment. Tu parlais d'un livre tout à l'heure. Oui. Tu as édité un livre. J'ai eu la chance de sortir mon premier livre de recettes. Que tu as rédigé, etc. Que j'ai rédigé moi-même le 14 octobre 2021, donc il y a un an, il est sorti. Ok. Donc en fait, il est sorti par une maison d'édition qui s'appelle Hugo Publishing. Et du coup, c'est une équipe qui m'ont fait confiance, qui m'ont connu par le biais d'un ami en commun. Okay. Et qui lui est apporteur d'affaires et qui lui croit en moi depuis des années. Il m'a toujours dit mais tu devrais faire un livre, tu devrais faire un livre, tu devrais faire un livre. Pour moi, le milieu du livre, c'était quelque chose d'inaccessible. Autant il y a des choses où je me dis mindset, on y va, mais le milieu du livre, je me disais mais c'est impossible, tu vois. Je le voyais plus comme un grand rêve, un rêve un peu de gamine, tu vois, mais pas comme un truc vraiment réalisable. Et finalement, on a travaillé pendant un an sur ce projet, j'ai signé ça avec eux. Pendant un an, j'ai fait du coup toutes les recettes du livre et toutes les photos aussi culinaires du livre, parce que j'aime beaucoup la photo. Et pareil, si je peux encore raconter une anecdote sur le livre. À la base, on est à la maison d'édition. Il m'explique que j'avais 10 000 abonnés à l'époque quand il me signe le livre. Je ne suis pas connue du grand public, encore toujours pas maintenant. Hein, mais en gros, ils me disent voilà, on va te sortir un livre, on y croit, mais petit budget parce que pas hyper connu. Et je comprends, projet en développement. Okay. Je dis ok, il n'y a pas de souci et tout. On commence à parler des photos culinaires du livre pour accompagner les recettes. Et là, ils me disent bon, par contre, on n'a pas 8K pour avoir une photographe culinaire, etc. Donc du coup, on va soit reprendre les photos que tu as déjà un peu sur ton compte Instagram. Je faisais déjà des petites photos avec mon iPhone. Ou en fait, il n'y avait pas de ou, c'était on va faire ça. Et moi qui suis très combative, je me dis mais attends, les photos de mon compte Instagram, tout le monde les a déjà vues, la qualité c'est pas ouf, le livre il va pas être terrible. Moi quand je me lance dans un projet, je suis très chaque détail, tu vois. Je me dis ça va pas être terrible cette histoire. Et donc en fait, ça revient à quand je fais ma rupture conventionnelle. Ouais. Je vous ai parlé au tout début qu'il y avait 7 000 € là de rupture d'indemnité. Ouais. Donc en fait, je signe le livre à ce moment-là et je quitte le travail à ce moment-là. Donc je reçois les fameux 7 000 €. Et quand je parle avec la dame de la maison d'édition, je me dis non, en fait, moi je veux pas faire un livre. Si je fais un livre, c'est un vrai livre. Et donc du coup, on en parlait tout à l'heure en off, j'avais 7 000 €. J'avais 1000 choix. Je venais de quitter un travail, ça faisait 7 ans que je travaillais, j'étais avec des enfants, j'en avais plein. Je me dis, je fais quoi? Je pars à Bali en vacances 2 mois, je calcule plus personne avec mes 7 000 €. Ou je me focus, je me concentre et j'essaye de faire quelque chose. Et du coup, avec ces 7 000 €, j'achète un iMac, j'achète un appareil photo Canon, trépied. Je prends que du matériel de pro. Je dépense les 7 000 € dans l'appareil photo, l'ordinateur, le petit matériel de photo style des fonds photos, un trépied professionnel, un micro, Rode. Je cherche partout sur internet ce qui se passe, j'y connais rien dans le domaine. Je regarde un peu, j'ai des amis quand même qui sont dans le milieu. Donc d'ailleurs je salue Arnaud s'il me regarde. Onana, il m'a beaucoup guidé pour choisir mon matériel. J'achète tout ça et je me dis en fait Mess, là t'as 7 000 €, on va pas aller en vacances en fait, là on se lance dans l'entrepreneuriat, achète du matériel. Et de là, en fait, je me lance toute seule dans les photos du livre. Donc un jour, je vais à la maison d'édition, je dis non, en fait, on va pas faire les photos avec l'iPhone. Je dis moi, j'ai acheté un appareil photo. Certes, j'y connais rien, mais je vais apprendre. Vous allez me laisser un petit délai, je vais apprendre et je vais faire mes photos. Alors qu'en vrai, tu aurais pu faire avec l'iPhone en vrai, parce que c'est une belle qualité aussi. C'était une belle qualité. En plus, j'avais quand même un iPhone dernier cri. Je me disais bon, mais là, quand même, je voulais
upgrade, tu vois, monter sur un truc un peu plus. Donc voilà, j'ai fait ça. T'as step up le bail. J'ai step up le bail. Et du coup, donc mon livre il est sorti le 14 octobre, partout, Fnac, Amazon, Cultura, partout. J'ai fait une petite tournée de séances de dédicaces magnifique pendant à peu près 4 mois pour promouvoir ce livre. Donc je suis allée un peu partout, Marseille, Bordeaux, Lyon, j'ai tourné un peu partout, rencontrer les gens, c'est ce que je préfère, discuter avec les gens et faire en fait exactement ce que toi et moi on est en train de faire là. Expliquer aux gens le parcours, expliquer aux gens que c'est possible, donner des conseils, comment j'ai fait pour en arriver là, tu vois. Et voilà, et franchement c'était cool. Ça tue. Ouais. Ce que tu racontes là, ça tue. Ok, bah moi là ce que je vois c'est que Metz, par ton cursus, visiblement, là on peut même pas appeler ça de la chance, là clairement t'as charbonné. Ouais. T'as charbonné, t'as montré que c'était possible. T'es parti de, comme dirait Drake, t'as start for the bottom. Et finalement, Now we're here. Exactement. Ouais. Et là, t'en es là où tu es. Et moi, je trouve que ton parcours, il est honorable. Merci il fait beaucoup. grave plaisir. Merci beaucoup. Là, tu te lances dans quoi maintenant? Alors là, en ce moment, donc du coup, moi j'ai un concept de box de cookies que j'expédie dans toute la France. Ok. Là, j'ai ouvert aussi en parallèle une agence de communication. Ok. Pareil, c'est pour aider en fait les entrepreneurs comme moi ou même un peu plus avancés à se développer sur les réseaux parce que moi je suis très team réseau. Donc logo, feed Instagram, charte graphique, identité visuelle. Quand tu commences en fait tout le packaging, site internet. Donc je me suis associée avec une graphiste qui est ma graphiste déjà depuis 2-3 ans. Et du coup on travaille à deux, on a ouvert une agence de com à deux et donc on aide du coup tous les entrepreneurs à se développer. À côté de ça, bah, moi en fait en gros maintenant je suis focus, je fais des brunchs, je fais des cookies, je fais des apéritifs salés, je fais un peu de tout et là je suis présente, c'est ce que je fais beaucoup là. J'ai signé à Massy avec un salon de thé qui a ouvert. Ah bien. Et du coup je leur livre tous les jours mes cookies pour avoir mes pâtisseries dans leur salon de thé. Et voilà, il y a plein de choses encore à faire, mais aujourd'hui ce que je veux dire, déjà je voulais te remercier, vous remercier avec ton équipe pour déjà m'avoir sollicité. Pour moi c'est un honneur, tu m'as dit tout à l'heure, c'est un honneur que tu te déplaces, pour moi pas du tout, pour moi c'est un honneur moi de venir, de discuter avec vous, d'échanger. C'est un honneur partagé. C'est un kiff et j'espère qu'on aura l'occasion de se le refaire encore. Obligé, faut que tu viennes nous reparler de tes futurs projets, de là où tu en es encore aujourd'hui. J'invite les gens à me suivre sur mon compte Instagram. Justement, tes réseaux, c'est quoi? Alors c'est l'atelier de Metz, tout collé, on le mettra peut-être en dessous. Et je les invite à me suivre sur Instagram, là-bas j'échange beaucoup, je parle beaucoup aux gens, on fait beaucoup de live, de cuisine, d'entrepreneuriat. Et au moins s'ils ont des questions, moi je suis très ouverte, je réponds à tout le monde le plus rapidement possible. Et voilà. On va te follow. On va me follow. Merci beaucoup. Bah, merci à toi Magou. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Ouais. Merci à toi Joe pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Et il faut que tu reviennes nous reparler de tes futurs projets. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des demandes, des choses à améliorer, enfin même à pousser et tout. Laissez des commentaires en dessous de la vidéo et on n'hésitera pas à y répondre et même moi je viendrai y répondre. C'est parfait, c'est carré. Top. Merci à toi Magou. Merci beaucoup. Je te dis à la prochaine. À bientôt. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Yes. C'est dur.